Salut, bienvenue dans Merci Monde Cruel, c'est l'épisode 2. Moi c'est Elodie, j'ai 22 ans et je suis en école de commerce. Et avant de commencer, je voulais préciser que je suis pas thérapeute, je suis juste quelqu'un qui pense à plein de choses et qui a envie d'en parler. Aujourd'hui on va parler de la peur, mais pour être plus précise, parce que la peur il y en a des milliers qui existent, je vais pas parler de la peur du noir, de la mort ou des phobies. On va parler aujourd'hui de la peur de l'avenir. Et pour être plus précise, de la peur quand tu penses à ton futur et que tu sais pas grand-chose, c'est celle qui arrive plutôt dans les tournants de ta vie et qui te fait te demander si tu vas dans la bonne direction ou même si tu as une direction. Et pour introduire le sujet, il faut savoir que la peur, à la base, biologiquement, c'est un mécanisme de survie comme les animaux. Dans une situation de danger, notre corps il va réagir, ça c'est instinctif et c'est utile, sauf que quand tu as un cerveau qui réfléchit, et qui anticipe et qui imagine les choses qui pourraient arriver, on finit par avoir peur de choses qui n'existent pas encore. On peut commencer à imaginer un futur qu'on n'a pas encore vécu. Et c'est ça qui est particulier avec notre peur à nous. Elle se nourrit de notre imagination. Partie 1. Pourquoi on a peur du futur ? Je vais commencer par quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. J'ai longtemps cru que si je faisais les bons choix, si je prenais la bonne voie, que je finirais par trouver quelque chose qui me rendrait heureuse. Je pensais qu'avoir un travail, des projets et un endroit pour vivre, que tout irait bien, que ce serait évident et qu'il n'y aurait pas de doute. Sauf que la vérité, ça marche pas comme ça. Je me dis que même le métier de nos rêves, il y aura quand même des contraintes. Parce qu'il y aura des matins, c'est sûr, où tu n'auras pas envie, des trucs chiants, des moments où même tu te dis « est-ce que là j'ai fait le bon choix ?» Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une vie où il n'y a pas de contraintes. Et cette idée-là, elle fait peur. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de situation parfaite à attendre. Mais en même temps, quand tu t'en rends compte, tu conçois les choses d'une meilleure manière. Parce que du coup, ça veut dire que l'objectif, c'est pas de trouver quelque chose de parfait, c'est plutôt de trouver quelque chose qui te contraint moins. Et personnellement, cette peur du futur, elle n'intervient pas que la journée. Pour moi, elle arrive souvent la nuit. Parce que je me rappelle, il y a eu des nuits où j'arrivais pas à dormir. Je me roulais dans le lit pendant des heures et il y avait 1 milliard de pensées dans ma tête. En fait, je me posais tellement de questions sur tout et n'importe quoi que j'en pouvais plus. En fait, j'avais peur. J'avais tellement peur de mal faire les choses. J'avais peur de décevoir les gens que j'aime. En fait, si je contrôlais pas mon avenir, ça me rendait complètement folle. Et en fait, quand cette peur, elle devenait trop lourde, je finissais par me lever et je me retrouvais à faire des trucs complètement aléatoires juste pour ne pas y penser. Je commençais à travailler sur des projets en pleine nuit, j'ouvrais mon ordi, j'écrivais, je planifiais tout ce que j'allais faire. Je me retrouvais à faire des trucs du style 2-3 heures du matin, je commence à apprendre à coder sur Python. Et je sais que essayer de faire plein de projets comme ça la nuit pour pas penser au fait d'avoir peur du futur, que c'est pas une solution, c'était plutôt une fuite de ce que je ressentais. Mais sur le moment, ça me donnait l'impression de faire quelque chose, de pas être nulle. Et je pense que la peur la plus commune, quand t'as à peu près 20 ans, c'est la peur de devenir adulte. Et quand je dis ça, je parle pas juste du concept. Je parle du moment où t'arrives dans un appart et tu réalises que t'as aucune idée de comment ça marche un contrat EDF, comment on déclare ses impôts, ou même juste comment on cuisine un truc mangeable quand t'es fatigué après une journée de cours ou une journée de travail. Parce que perso, moi je me suis envoyé grave de McDo, je faisais des pâtes avec des sauces hyper farfelues. Et j'ai eu une réflexion il y a pas longtemps où je me suis dit on a passé des années à l'école à apprendre des choses qu'on n'utilisera peut-être jamais, mais il y a personne qui nous a appris ces trucs. Et c'est pas juste le fait de pas savoir faire les choses qui fait peur, c'est aussi que tout le monde autour de toi s'attend à ce que tu saches les faire. Comme si le fait d'avoir un certain âge, ça voulait dire automatiquement que t'es prêt, organisé et responsable. Alors, si t'es dans cette période-là de ta vie, que tu sais pas trop comment être un adulte, c'est pas grave, t'es pas en retard, t'es en train d'apprendre et t'es comme tout le monde. En fait, tu vivras juste des moments où tu te creuseras un peu plus la tête et faudra chercher à comprendre un peu ce qui se passe et aussi à poser des questions aux autres. Et tu verras, cette peur-là, elle diminuera un peu avec le temps. Sinon, si on retourne de manière plus générale sur la peur du futur,
Il y a un mot que j'ai découvert il y a pas longtemps et je me suis dit que j'allais le retenir parce qu'il met un nom sur quelque chose que je ressentais avant et ça s'appelle la péniaphobie. En fait, c'est la peur persistante et irrationnelle de manquer. Ça peut être d'argent, de sécurité ou de stabilité ou tous. Et de ce que j'ai compris, c'est pas juste avoir peur de pas avoir assez de sous à la fin du mois, c'est plus que ça. Pour vous imaginer le truc, imaginez une personne qui regarde son compte en banque plusieurs fois par jour, même quand elle a des sous, même quand tout va bien, et qui se sent aussi coupable de dépenser pour un resto alors qu'elle peut se le permettre, et qui choisira peut-être un travail qui lui plaît pas parce que cet emploi le mettra plus à l'abri pour tout simplement ne pas se retrouver dans une situation de précarité. Quand on a des comportements comme ça s'appelle la péniaphobie. Et la vérité, quand je vois des gens comme ça, je me dis que cette peur, elle vient pas de nulle part. Notre génération, en vrai, elle a grandi dans un contexte plutôt instable. On a connu pas mal de crises économiques et on vit avec l'inflation. Avoir un appart, c'est compliqué. Il y en a certains qui sont obligés de faire des métiers précaires, tout simplement pour s'en sortir. On a grandi en entendant des adultes stressés par l'argent. Et par-dessus ça, si on rajoute la pression des réseaux, ça devient encore pire. Et là, j'aimerais bien parler des réseaux sociaux. Imagine tu scrolles et tu tombes sur quelqu'un de ton âge ou même plus jeune qui gagne tarpin d'argent, qui bosse sans s'arrêter et qui a l'air de savoir exactement ce qu'il fait et où il va. Comme si c'était logique et comme si, pour lui, tout est si simple. Et quand tu vois des trucs comme ça, tu commences à réfléchir et tu te demandes pourquoi moi je suis pas au même stade, pourquoi là je fais pas la même chose, pourquoi là je fais rien. Et là, hop, tu continues à regarder des réels et 2 minutes plus tard, tu tombes sur quelqu'un de plus âgé qui va te dire que c'est normal de pas savoir à 22 ans, que la vie c'est pas une course, que tu vas trouver, prends le temps, profite. Donc ok, je prends les deux infos, parce que pour moi ils ont chacun une part de vérité, sauf que quand on les regarde comme ça et qu'on voit ce genre de contenu en boucle, ça va finir par biaiser ce que nous on veut faire vraiment. Parce que tout le monde n'a pas envie de faire la même chose. Tout le monde n'a pas eu le même point de départ, la même éducation, les mêmes opportunités. Et ce que tu vois sur un écran, c'est ce que les gens ont décidé de montrer, et pas leur vie entière. Et comparer ça à ta propre vie, c'est comme si tu cherchais à te battre contre quelque chose qui n'existe pas. Et c'est logique, même moi sur mes réseaux sociaux, je montre uniquement mes voyages, mes moments avec mes amis, des moments drôles, et pas le reste. Et maintenant, j'aimerais parler d'un truc un peu plus perso, parce que j'ai mis du temps à comprendre comment je marchais. Donc en fait, avant, j'avais tout le temps plein de projets en même temps. Je les commençais et je les finissais pas. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était un problème de discipline, que j'étais pas assez sérieuse, pas assez constante. Mais un jour, je me suis vraiment posé la question de pourquoi je faisais tout ça. Et la réponse c'était, j'avais pas envie d'avoir l'air de stagner. Et je voulais pouvoir dire que je faisais des trucs, je pouvais impressionner les gens. Et aussi pour pas avoir ce sentiment de retard sur les autres qui arrivent à avancer. En fait, toutes les choses que je faisais, je m'en suis rendu compte, je les faisais pas vraiment pour moi. Et ce que j'en ai compris, et je pense que ça peut parler à d'autres personnes, c'est quand t'as des projets qui deviennent trop énormes et qui sont trop liés à une pression de performer, t'auras tendance à avoir un laisser-aller. J'ignorais le problème et sur le moment, ça me semblait être une bonne solution. C'était une façon d'avancer quand même. Sauf qu'en vrai, éviter une peur, c'est pas rien. Et plus on évite une situation qui nous fait peur, moins on est capable d'y faire face. Et c'est pas en évitant la peur que notre situation s'aggrave pas. Et là, en ce moment, je suis en train de rédiger mon mémoire de fin d'études et j'ai découvert un mécanisme qui a été publié par 2 chercheurs, c'est Deci et Ryan. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est dans la revue Psychological Review. C'est la théorie de l'autodétermination. Et dedans, ils montrent qu'il y a 2 types de motivation. Donc on a la motivation extrinsèque, c'est-à-dire que on agit pour le regard des autres, pour la validation, pour la reconnaissance. Et on a la motivation intrinsèque, c'est agir parce que ça a du sens pour toi, parce que t'en as envie et parce que ça correspond à ce que tu veux vraiment. Et ce qu'il montre, c'est que la motivation extrinsèque, c'est la plus instable et la plus épuisante qui soit. Parce qu'elle dépend jamais de toi et elle dépend du regard des autres. Et dès que ce regard change ou qu'il est plus là, tu te sens vide. Et le fait de savoir ça, parce que du coup avant je faisais les choses pour impressionner les gens, je me dis que si je le faisais pas pour moi,
j'allais avoir forcément une attente de reconnaissance. Et si je l'ai pas, j'allais forcément être déçue. Et aujourd'hui, j'essaye de faire un peu plus les choses pour moi. Et c'est vrai que c'est mieux. Quand je vois les résultats de ce que je fais, je suis fière. Et ça fait vraiment du bien d'être fière de soi. Et il n'y a que du positif à être fière de soi. Ça t'aide à aller de l'avant, à vouloir faire plus, à même faire peut-être de nouvelles choses. Et pour écrire ce podcast, j'ai découvert aussi le concept du billet du moment parfait. Parce que avant je pensais comme ça et j'entends beaucoup de gens autour de moi dire des phrases du style «Ah mais je ferai ça quand le moment sera venu, je me lancerai quand je serai prêt, ou alors j'attends d'être sûre». Sauf qu'en fait, le moment parfait, il arrive jamais parce que le cerveau, il cherche en permanence de la sécurité avant d'agir. Il veut de la certitude avant de prendre une décision. Et cette certitude, elle n'existe pas. Je pense qu'elle se construit en avançant. Et derrière cette attente, il y a une peur qu'on s'avoue pas forcément. C'est tant qu'on choisit pas, en fait on risque rien. Et tant qu'on se lance pas, on peut pas échouer. Et ça, c'est une situation confortable, mais c'est une prison. Parce que le fait de pas choisir, c'est aussi un choix. C'est le choix de rester dans le flou et de laisser le temps décider à ta place. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Partie 2, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour vaincre cette peur ? Donc on a ces deux voix dans la tête. Celle qui dit fonce et celle qui dit ralentis. Et la tentation, c'est d'en choisir une et d'ignorer l'autre. Mais je pense que c'est pas la bonne approche. Ce que j'ai commencé à faire, et c'est simple à dire, mais ça demande pas mal de réflexion, c'est de se poser une question honnête. Quel type de balance de vie je veux pour moi ? Et pas la balance que quelqu'un d'autre a décidé que je devrais avoir. Et pas avec la version la plus ambitieuse ou la plus détendue que j'ai pu voir sur un écran. Moi, avec ma vie, mes envies et mes contraintes. Et aussi quel ratio je veux entre construire et profiter. Et tu dois chercher à mettre des mots dessus, même vaguement. Même si c'est pas bien comme tu veux, fais-le quand même. C'est déjà commencer à se donner une direction. Parce qu'une idée floue dans la tête, ça reste flou. Une idée qu'on va écrire, qu'on dit à voix haute, elle devient quelque chose sur quoi on peut agir. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de la peur comme si c'était quelque chose de négatif. Mais parfois, ça peut avoir un effet totalement inverse. Par exemple, je cherchais un stage en Thaïlande et pendant des semaines, j'ai bossé vraiment dur pour vraiment avoir le bon profil, avoir les bonnes compétences, bien être renseignée sur le sujet. Parce que j'avais peur de ne pas être prise. Parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose qui comptait vraiment pour moi. Et finalement, j'ai eu le stage. Et après, j'ai réalisé que c'était la peur qui m'avait fait faire autant de choses pour ça. Et pas la motivation. Parce que la motivation, ça vient et ça part. Et là, dans cette situation, c'était vraiment la peur. J'avais vraiment peur de rater quelque chose qui était important pour moi. Et il y a aussi une info très intéressante, c'est que quand on ressent de la peur ou de l'excitation, c'est la même zone du cerveau qui s'active. La différence entre avoir peur et être excité de quelque chose, c'est juste la manière dont on va percevoir l'information. Là, si tu te dis « je me chie dessus, ça va mal se passer », ton cerveau, il va capter le message et il va paniquer. Mais si tu te dis « ah bon, là, je suis sur le point de faire quelque chose qui va vraiment avoir un impact et qui est important pour moi », ton cerveau, il va s'aligner sur ça et il va te donner l'énergie nécessaire au lieu de te paralyser. Et en fait, c'est la même info qui passe, mais juste selon ta manière de percevoir la chose, ça va agir différemment sur toi, ton comportement. Donc voilà, si tu as peur de quelque chose d'important qui va arriver dans ta vie et que c'est important pour toi, si ça compte autant, vraiment c'est que ça vaut la peine de le faire. Fais-toi une liste de toutes les raisons de pourquoi c'est si bien et pourquoi tu le fais. Et si on continue sur le sujet de mettre des mots sur ce qu'on veut, il y a un truc qu'on nous dit souvent et je trouve que ça marche pas vraiment, c'est la pensée positive. C'est quand les gens ils te disent « ouais, visualise ton succès, imagine que tu y es déjà et le reste ça va suivre tout seul ». Moi je trouve que c'est pas vrai et que c'est contre-productif. Si tu te projettes uniquement dans un avenir qui est idéal et que tu tires uniquement cette satisfaction du fait
de te projeter dans ça, bah t'agis plus vraiment dans la vraie vie. En fait, tu rêves et tu finis par faire du surplace. Et quand je cherchais des solutions pour améliorer ma gestion du stress ou de la peur, j'ai découvert une méthode qui s'appelle WOOP, c'est W-O-O-P, et ça fait Wish, Outcome, Obstacle and Plan. Et c'est la différence avec la pensée positive classique et le troisième mot qui est obstacle. Concrètement, si tu identifies ce que tu veux vraiment, que tu imagines le meilleur résultat possible, si tu y arrives, comment tu te sentirais, ce que ça changerait chez toi. Jusque-là, ça c'est ce que tu es censé imaginer, mais ensuite, tu identifies ton plus grand obstacle intérieur. Pas un obstacle qui vient d'ailleurs, un obstacle externe, mais ce qui en toi te retient. Par exemple, pour moi, la peur de ne pas être à la hauteur, la procrastination et le fait de vouloir tout faire parfaitement avant de commencer. Et à partir de là, quand tu identifies tous tes obstacles, tu vas construire un plan concret. Là, si d'un coup cet obstacle apparaît, alors je vais faire ça ou ça. Et si tu as une réponse préparée déjà à ce problème, tu n'auras pas besoin d'improviser dans le moment de doute. Et il y a une idée que j'ai découverte dans la philosophie bouddhiste, c'est que dans les textes, il y a une parabole, une histoire courte qui sert à expliquer quelque chose. Et en fait, elle parle d'un homme qui se fait toucher par une flèche, et du coup, il a mal. Et en fait, au lieu de s'occuper de la blessure, il commence à paniquer, et il se demande d'où vient la flèche, qui l'a tirée, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on vise, est-ce que ça va cicatriser. Et en fait, en faisant tout ça, il se plante lui-même une deuxième flèche dans la même blessure. Et le message, c'est ça, c'est que la première flèche, c'est la douleur qui arrive, t'as pas demandé, mais elle est là, et la deuxième flèche, c'est tout ce que tu rajoutes autour. La panique, le fait de se poser autant de questions, le fait de tant vouloir souffrir, et cette deuxième flèche, contrairement à la première, c'est toi qui te la plantes. Pour que vous compreniez, pour moi, c'était de lancer des projets à 2h du matin pour me prouver que je valais quelque chose, avec cette peur de ne pas être à la hauteur. Donc ça, pour moi, c'était ma première flèche. Et ma deuxième flèche, c'est d'avoir tellement de projets que je finis par les fuir et par douter encore plus de moi. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'il faut éviter de se planter la deuxième flèche. Il faut arrêter de nier la peur, l'affronter, parce que sinon la deuxième flèche, elle fera encore plus mal. Mais pour gérer cette peur, il faut d'abord savoir ce qui nous fait peur. Et c'est pas si évident que ça de savoir. Parce qu'en fait, on vit dans une époque où on est constamment en train de faire des trucs, on est constamment stimulé par quelque chose, qu'on prend rarement le temps de s'arrêter et de se demander « mais pourquoi là j'ai réagi comme ça ? Et d'où ça vient ?» Et moi j'ai réalisé que beaucoup de mes peurs venaient de la même chose, c'était la peur de ne pas être vue comme quelqu'un de compétent. J'ai peur de ne pas impressionner. Et quand je sens que j'ai raté, par exemple, une interaction, que je parle à quelqu'un et que, je sais pas, c'était gênant, je me sens vraiment mal. Après, un peu comme tout le monde. Mais j'ai appris à prendre du recul et à m'interroger sur, là, qu'est-ce que je ressens maintenant ? Et qu'est-ce que dans toute cette interaction-là m'a rendu mal à l'aise ? Et est-ce que, en fait, cette réaction, elle est logique ? Et quand tu rationalises et que tu te rends compte des choses, tu te dis que c'est pas si grave que ça. Et pour que vous compreniez mieux comment je pense, si je prends l'exemple de la fois où je cherchais mon stage, si là je l'avais pas eu, ça aurait été peut-être un drame sur le moment, mais en prenant du recul, sur Terre, ça aurait pas été mon dernier entretien, j'en aurais eu un autre. Peut-être ça aurait pas été dans l'entreprise que je voulais, mais ça aurait été dans une autre peut-être qui me plaira, et ça aurait peut-être pu ouvrir l'opportunité à quelque chose de mieux. Donc voilà, le fait de penser, c'est pas un fait. Si t'as peur de pas être assez bien, c'est juste une pensée, et c'est pas une vérité sur toi. Toute notre souffrance émotionnelle, elle vient en grande partie du fait qu'on croit en nos pensées sans les questionner. On les prend avec des certitudes alors que c'est juste des suppositions. Et là, je vais donner des petites techniques concrètes quand vraiment tout part en vrille et que tu n'arrives vraiment plus à gérer la peur et que ça finit par devenir vraiment un très grand stress, une angoisse. Et je pense que c'est des outils qui, pour moi, marchent très bien.
Donc le premier, c'est la technique, c'est 5, 4, 3, 2, 1. C'est quand tu te retrouves à réfléchir en boucle sur un scénario qui tourne mal et que ton cerveau est fini par que se faire des et si, sans s'arrêter. Bah, le principe, c'est de mobiliser tes 5 sens pour amener ton intention dans le moment présent. Par exemple, tu vas regarder 5 objets autour de toi, tu vas toucher 4 choses et tu vas entendre 3 choses, 3 bruits, 2 choses que tu vas sentir et une chose que tu vas goûter. En fait, ça va réactiver tous tes sens et ça va interrompre ton cycle de stress. Là, si je fais cette technique maintenant, là autour de moi, je vois une enceinte, une tablette, un ordinateur, une souris, un clavier. Ensuite, je vais toucher 4 choses. Donc là, je touche le micro, mon t-shirt, ma chaise de bureau et mon ordinateur. 3 choses que j'entends le bruit de mon ventilateur, j'entends le bruit de la route dehors et j'entends le bruit des oiseaux. Là maintenant, je vais choisir 2 choses que je sens. Donc, je sens mon t-shirt, ça sent le parfum. Et là, je sens ma peau et ça sent la peau. Et la dernière chose, c'est une chose que je goûte. Donc par exemple, je peux prendre un bonbon à la fraise et là, j'aurai le goût de la fraise. Donc en vrai, tout ça, ça prend même pas 2 minutes. Et la deuxième technique, et c'est super banal, mais c'est vraiment la respiration. Et vraiment, pour que je t'explique pourquoi ça marche vraiment, c'est en fait quand tu paniques, ton corps, il est convaincu qu'il est en danger et c'est lui qui commande. Sauf que tu peux court-circuiter ce mécanisme et en fait, quand tu vas respirer lentement, donc c'est-à-dire inspirer, bloquer, expirer, complètement jusqu'à ce que tes poumons soient vides, bah, t'envoies directement à ton cerveau un signal de sécurité et en fait, tu lui fais comprendre qu'on n'est pas en danger, tout va bien et ça va te permettre de ralentir ton rythme cardiaque. Et de ça, ton cortisol, il va baisser. Bon, ça fait pas disparaître la peur, mais au moins, ça permet de moins angoisser sur le moment. Bah, un autre exemple d'un moment où j'ai utilisé la respiration, avant mes oraux à l'EDEC, ça m'angoissait énormément, j'avais vraiment super peur. Je prenais juste 2 minutes pour respirer et vraiment ça me détendait, vraiment ça calmait mon corps parce que j'avais les mains qui transpiraient, je tremblais et j'arrivais plus à réfléchir et j'avais même la voix tremblante. Et en fait, le fait de respirer, vraiment déjà, ça coupait mes mains qui tremblaient et rien que ça m'aidait à pouvoir me dire bon ben en vrai ça va aller. Et la dernière chose, c'est un peu compliqué à faire parce qu'il faut aussi avoir la personne sur qui compter, c'est donc appeler quelqu'un de proche pour en parler. Et moi souvent, dans les situations de stress, j'appelle mon papa. Et il me dit des choses qui sont vraiment pas compliquées. Il me dit des trucs du genre mais t'inquiète, ça va aller, je sais que tu peux le faire. Et puis dans 10 ans, tu t'en rappelleras même plus si ça se passe pas bien. Et ce truc de dans 10 ans, tu t'en rappelleras plus, sur moi, ça marche vraiment. Parce qu'en fait, la peur, elle se nourrit de l'urgence. Et elle te fait croire que ce qui se passe maintenant, c'est énorme et ce sera définitif pour toute la vie. Et quelqu'un de l'extérieur, le fait d'en parler, il peut te remettre les choses à leur vraie situation, si je puis dire. Genre, c'est pas un oral à l'école qui va me gâcher la vie. Et il y a aussi une période de ma vie où j'ai vu un psy et en vrai, elle m'a pas aidée, elle m'a pas donné des conseils de fou, mais en fait, juste le simple fait de devoir mettre des mots sur ce que je ressens. En fait, cette dame, elle m'a surtout appris à mettre des mots sur mes sentiments. Parce que si tu parles pas et que tu gardes cette peur dans ta tête, elle finit par grossir et elle finit par prendre toute la place. Et en fait, le fait d'en parler, de le dire à haute voix, bah, ça la diminue. Et ça permet aussi de te la faire visualiser. Tu vois à quoi ressemble ta peur et ça te permet de voir comment tu peux travailler avec. Et ensuite, si t'as personne à qui raconter tout ça, tu peux le faire tout seul. Tu prends un livre et t'écris ce qui te fait peur en te disant que personne ne le lira. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Ce que je retiens de tout ce qu'on vient d'aborder, c'est que l'incertitude, c'est pas un problème à résoudre,
c'est quelque chose qui sera là toute notre vie. Et le fait d'attendre de voir les choses bouger, c'est attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Et le fait de savoir ce que tu veux faire, cette clarté, elle vient en tentant des choses, pas avant. Et c'est le premier pas qui crée le sens, pas l'inverse. Et souvent, ce premier pas, il se fait avec la peur, pas après. Et la peur de l'inconnu, cette peur du futur que tu n'arrives pas encore à voir, c'est pas ton ennemi, c'est juste la preuve qu'il y a quelque chose qui compte pour toi. Que tu as des envies, des rêves et des choses sur lesquelles tu veux pas te louper. Donc si ça te faisait rien, t'aurais pas peur. Alors fais pas semblant que t'as pas peur, mais fais pas comme si non plus cette peur allait t'avoir. Avance avec elle, même si t'as les mains qui tremblent s'il faut, parce que c'est à ce moment-là que, quand t'oses, que tu te rapproches de la personne que tu veux être vraiment. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt pour le prochain épisode. J'espère que cette fois-ci, ça mettra moins de temps que le deuxième épisode à sortir. Mais je vais me donner à fond pour essayer de vous transmettre au maximum mes pensées.